Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Il est indispensable pour suivre cette vidéo, vraiment plus que d'habitude, que vous suiviez mon propos avec le livre ouvert. Il est absolument indispensable que vous ayez donc devant les yeux la carte 3, page 135. Et je vous demanderai même de ne pas me regarder, mais de m'écouter en ayant vraiment la lecture vraiment très pointue de cette carte, page 135, le document 3. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène majeur dans l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots. Ce phénomène s'appelle les grandes découvertes. Il se déroule au temps de Charles Quint et de Souliman. C'est un phénomène tellement essentiel qu'on garde la date de 1492, celle de la découverte de l'Amérique, comme fin du Moyen-Âge et début officiel de l'époque moderne. Alors, les grandes découvertes. Dans une première partie, on va voir pourquoi, qui, quand, comment. Dans une seconde partie, on verra l'exploitation des nouveaux mondes par les Européens. Alors, ces grandes découvertes se déroulent entre le XVe siècle et le XVIIe siècle. 2 siècles. 2 siècles pendant lesquels ce sont les Européens qui vont se lancer à l'exploration, puis à l'exploitation de tous les continents. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie et bien sûr l'Amérique vont être concernés par ces grandes découvertes. Ce sont les Européens qui vont les pratiquer. Ça va être le début vraiment de la suprématie, de la supériorité de l'Europe qui va commencer vraiment sur le reste du monde entre le XVe siècle pour se terminer vers 1914. Pas tous les Européens, vous allez le voir, sont concernés surtout les Espagnols, les Portugais et dans une moindre mesure les Français, les Anglais et les Hollandais. Alors pourquoi les grandes découvertes? Pourquoi est-ce que les Européens se lancent à l'exploration du monde à la fin du XVe siècle? Alors pour différentes raisons, chers élèves. D'une certaine façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont menacés, comme vous l'avez vu avec moi, par l'Empire turc, 1453. C'est la chute de Constantinople. Et c'est le début de l'assaut de l'Empire turc ottoman face à l'Europe. Alors les Européens se trouvent dans une sorte d'étau. Et notamment, ils avaient l'habitude d'aller jusqu'en Inde par la route terrestre. Regardez bien votre carte 3, page 135. Depuis Marco Polo, depuis le Moyen-Âge, imaginez de longues caravanes de marchands italiens qui traversent le Moyen-Orient, puis l'Asie pour aller jusqu'en Inde, à la recherche des épices, notamment du fameux clou de girofle, à la recherche de l'or et de l'argent. Et on revient, d'abord par caravane de chameaux, puis par caravane de chevaux, jusqu'en Europe. Hélas, les Turcs ottomans, très habilement, imposent de nouvelles taxes aux marchands européens, imposent une sorte de racket qui donne à ces marchandises venues d'Inde un coût prohibitif, trop excessif. Alors les Européens se demandent, et s'il existait une route pour aller jusqu'en Inde en contournant l'Empire ottoman? Il n'y a qu'une seule façon d'aller jusqu'en Inde, c'est de tenter la voie de l'océan. Une voie extrêmement risquée, bien sûr, mais ils n'ont pas le choix. Donc ils vont tenter la route de l'océan. Deuxième raison, mais qui est liée à la première, c'est que les Espagnols et les Portugais ont desserré le plus tôt possible l'étau de l'Empire ottoman. Ce phénomène de reconquête progressive de l'Espagne, de repousser l'Empire ottoman jusqu'en Afrique et vers l'est de la Méditerranée, s'appelle la reconquête, la reconquista. Et cette reconquista, qui a lieu à la fin du XVe siècle, va permettre aux navigateurs portugais et espagnols d'être de plus en plus aventureux, d'explorer les côtes de l'Afrique. 1492. Revenons à cette date majeure de l'histoire de l'humanité. Revenons sur l'épopée d'un navigateur génois de la ville de Gênes, un Italien, Christophe Colomb, qui est un navigateur d'exception. C'est lui qui va découvrir l'Amérique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors il y a une seconde raison. Voyons comment c'est possible cette découverte du monde. Eh bien, il y a une succession de découvertes, d'avancées technologiques. Premièrement, des avancées dans la navigation. On va utiliser des navires, les caraques, les nefs, les caravelles, qui vont être capables d'affronter les grands temps océaniques. Ces navires sont de petit tonnage. Le navire de Christophe Colomb est de petite taille, il fait 23 mètres. Il ne va contenir que 42 hommes d'équipage. Mais en revanche, ces navires qui vont tenter l'océan
sont tous équipés de grandes surfaces de voilure. Ils sont issus de navires de pêche. Ils sont capables de tenir la haute mer. Et ils ont surtout à l'arrière un mât, le mât d'artimon, qui peut porter une voile triangulaire, la voile latine. Et cette voile triangulaire est capable d'avancer par vent contraire. Avancée technologique considérable, chers élèves. Autre avancée technologique, de nouvelles cartes marines de plus en plus précises, les portulans. Oh, on pense que Christophe Colomb ne sera pas le premier à aborder en Amérique. On est quasiment sûr qu'un viking du nom d'Éric le Rouge, en passant par le nord, entre le 9e et 10e siècle, est déjà allé jusqu'en Amérique. Autre avancée, le calcul de la latitude par un nouvel instrument de navigation à partir des étoiles qu'on appelle l'astrolabe. On connaît la boussole qui indique le nord. Et surtout, ne vous méprenez pas, les savants et les navigateurs de l'époque, au XVe siècle, savent que la Terre est ronde. On le sait depuis le savant grec de l'Antiquité, Ptolémée. En revanche, on ignore la taille de l'équateur. Christophe Colomb est persuadé que la Terre est plus petite qu'elle ne l'est. Il est persuadé que l'équateur est une ligne qui fait, d'après ses calculs, environ 30 000 km. De nos jours, on sait que l'équateur fait plutôt environ 40 000 km. En 1492, Christophe Colomb, proposant au roi d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, propose à ses souverains une nouvelle route pour aller aux Indes. Une route qui passerait par l'ouest, une route océanique qui traverserait l'océan Atlantique. Si vous regardez la carte, si vous oubliez le continent américain, si vous traversez l'océan Atlantique par l'ouest, immanquablement, vous devez arriver à l'autre bout de la Terre, aux Indes. Christophe Colomb part le 2 août 1492 du petit port espagnol de Palos avec 3 navires. Avec une caraque, c'est un navire un peu plus gros, la Santa Maria, et avec 2 caravelles, la Pinta et la Niña. Très habilement, il a glissé auparavant au niveau des îles Canaries. Il a essayé de gagner le plus tôt possible l'équateur. En effet, à l'équateur soufflent des vents d'est vers l'ouest, des vents portants très forts qu'on appelle les alizés. Il part le 3 août et le 12 octobre 1492, après un long voyage, presque avec l'épuisement des ressources alimentaires à bord de ces 3 navires, il aborde dans la mer des Caraïbes les îles Caraïbes. Il aborde pas sur le continent américain. Il aborde d'abord sur les îles des Bahamas, après d'aborder sur l'île de Cuba et celle d'Haïti. Il est persuadé d'être arrivé en Inde. Il va laisser un de ses premiers navires, un de ses navires, le sien. Il va laisser 39 hommes d'équipage et il va revenir en Espagne avec 8, entre guillemets, Indiens d'Amérique. Christophe Colomb accomplira finalement 4 voyages. Il faudra attendre son 3e voyage pour qu'il touche vraiment le continent américain. Lorsqu'il va mourir, après son 4e voyage, en 1506, il ignorera toujours avoir abordé dans un nouveau monde l'Amérique. Il est persuadé qu'il a touché les Indes. Alors c'est ses successeurs, d'autres navigateurs, notamment espagnols et portugais, qui vont avoir conscience d'avoir atteint un nouveau monde. Il faudra attendre 1507 pour que le navigateur italien, Amerigo Vespucci, ayant reconnu tout ce nouveau monde, ait conscience qu'on ne soit pas en Inde. Et en hommage à Amerigo Vespucci, en 1507, on va appeler ce nouveau monde Amerigo Amérique. Alors, ensuite, à la suite de Christophe Colomb, les navigateurs espagnols et portugais qui ont une avance maritime considérable avec leurs caravelles, avec leurs nefs, avec leurs caraques, vont se lancer à l'exploration du monde. Il s'agira d'abord du navigateur portugais Vasco de Gama. Alors Vasco de Gama, c'est le premier à atteindre l'Inde
par la voie maritime, mais en passant par l'Est. Si vous regardez votre carte à la page 135, vous verrez que c'est lui qui donne le nom au cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, car en effet c'était l'espoir. Si on arrivait à passer de l'océan Atlantique en océan Indien, ainsi qu'il va le nommer, la route des Indes était ouverte. À la suite, bien sûr, de Vasco de Gama, il s'agit après d'un nouveau navigateur portugais, encore eux, Magellan. Alors Magellan est un navigateur exceptionnel, d'exception, comme Christophe Colomb, comme Vasco de Gama. C'est le premier homme à avoir accompli en 1520 un tour complet de la planète. C'est le premier homme à avoir probablement passé le terrible, regardez, Cap Horn, à la pointe de l'Amérique du Sud. Parfois, il fallait 1 mois pour passer le Cap Horn, tellement les vents contraires étaient violents entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. D'ailleurs, c'est lui, Magellan, qui nomme ainsi l'océan Pacifique. Il le trouvait moins tempétueux que l'océan Atlantique. Magellan, qui fait le premier tour du monde, n'y survivra pas, victime d'une embuscade des Indiens. Alors, à ce point du cours, je ne peux maintenant pas m'empêcher de vous parler, hélas, de la terrible exploitation de ces nouveaux mondes. Terrible. Il n'a pas s'agi simplement d'explorer, il a s'agi, hélas, aussi de conquérir. Les Espagnols, les Portugais, et dans une moindre mesure les Anglais et les Français, une seule chose vraiment les intéressait. Oro, l'or. Quand vous tenez dans votre main un bijou en or, même un tout petit bijou, chers élèves, vous avez cette sensation terrible, cette sensation sentimentale de toucher un bien précieux. L'or donne la fièvre aux hommes. Alors, il s'agit maintenant de laisser la place aux conquistadores, ces hommes espagnols, portugais. Les conquistadores, les conquérants espagnols, sont des militaires professionnels. De nos jours, on dirait peut-être des mercenaires. Ce sont des hommes de la petite noblesse. On les appelle des hidalgos en Espagne. Le conquistador le plus célèbre, le conquérant le plus célèbre est le général Hernán Cortés, cet espagnol, qui entre 1519 et 1525 va conquérir le Mexique et va abattre des empires séculaires. Hernán Cortés, pensez-y, chers élèves, il arrive au Mexique avec 11 navires, 500 hommes, quelques chevaux, 99 canons. Il va détruire d'abord l'empire des Mayas et surtout il va détruire l'empire aztèque, s'emparer de leur ville Tenochtitlan. Son action va conduire à la mort de l'empereur Moctezuma. Alors ces empires étaient très peuplés, plusieurs centaines de milliers d'hommes. Comment est-ce possible que quelques centaines d'hommes très déterminés, très courageux, certes avec des canons, la poudre à canon, aient pu abattre ces empires séculaires? Alors il y a probablement plusieurs raisons. Il a eu des circonstances extraordinairement favorables. L'empereur Montezuma a vu en Hernán Cortés la réincarnation du dieu serpent Quetzalcoatl. Ensuite, les Indiens d'Amérique ne connaissaient pas le cheval, ne connaissaient pas le canon. Bref, en 1525, la capitale de l'empire aztèque tombe, Tenochtitlan, et Cortés en fait la nouvelle capitale de ce nouveau monde, le Mexique, Mexico. L'espagnol Pizarro va conquérir ensuite en 1537 le Pérou. Et c'est ainsi que Espagnols et Portugais, petit à petit, tombent d'accord pour se partager le monde. Quelques années plus tôt, au traité de Tordesillas, en 1494, ils s'étaient partagé tout le monde, rien que ça, avec la bénédiction du pape Alexandre. Alors vous me direz, et les Français, les Anglais? Eh bien, les Français et les Anglais arrivent trop tard dans cette conquête du Nouveau Monde. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale sont déjà espagnols et portugais. Alors il ne leur reste que l'Amérique du Nord. Le navigateur Jacques Cartier, au temps du roi François Ier, remonte le cours du fleuve Saint-Laurent et utilisant un vocabulaire des Indiens Iroquois, en reconnaissant cette province, la nomme Canada. Les Anglais, un peu plus au sud,
et notamment le navigateur Hudson, va reconnaître la baie qui va porter son nom et le premier à s'installer dans la région de l'actuelle New York. Alors passons maintenant aux échanges entre ces nouveaux mondes, l'Amérique, et cet ancien monde qu'est l'Europe. Alors il y a un immense transfert. Et oui, il va y avoir un transfert de population. Des Européens vont aller, bien sûr, en Amérique, en Afrique, en Océanie, surtout en Afrique, on va les appeler les colons. On va déporter, vous allez voir, des esclaves d'Afrique en Amérique. Il y aura un transfert de plantes. On ramène d'Amérique le xocoalt, le chocolat. On ramène le tabac. On ramène le coton. On ramène le maïs, la pomme de terre, la tomate, qui pousse à l'état sauvage dans les marais du Brésil. Le Brésil qui est exploré par le navigateur Cabral, un Portugais, qui va donner son nom au fait qu'on va surtout utiliser, au début, on va surtout exporter des braises, du charbon de bois. Et bien sûr, les populations, hélas, sont massacrées. Alors elles sont massacrées, les Indiens d'Amérique sont massacrés de différentes façons. Cortés et ses successeurs vont les massacrer par la conquête et vont les massacrer aussi et surtout par le travail forcé. Ces Indiens d'Amérique, on va les faire travailler dans les mines d'or, dans les mines d'argent, dans les mines du Pérou. Ils vont mourir sous l'accablement des tâches. Mais un autre facteur qui n'était pas prévu, ils vont mourir à cause du choc microbien. Les Indiens d'Amérique vivaient en vase clos depuis la préhistoire. Ils étaient venus à pied sec par le détroit de Bering depuis l'Asie. Ils ignoraient le rhume, la grippe, la variole, le typhus, et ils vont, hélas, tomber par millions. C'est pour cette raison que les Européens vont songer à faire le transfert de population depuis l'Afrique vers l'Amérique. Un transfert d'esclaves. Et ça sera la suite de votre programme de 4e. Alors, pour conclure, chers élèves, les grandes découvertes entre le 15e et le 17e siècle voient aussi un transfert de puissance. Jusqu'à présent, je vous avais dit que la Méditerranée était quasiment le cœur du monde. C'était le lieu des échanges entre l'Europe et l'Asie, le lieu des échanges entre l'empire de Charles Quint et l'empire de Soliman. Eh bien, avec ces grandes découvertes, vous vous en doutez bien, le cœur du monde change, vacille. Ce n'est plus la Méditerranée. Ça va être le transport océanique, ça va être l'Amérique et l'océan Atlantique. Et c'est de nouvelles villes, Séville, Lisbonne au Portugal, Séville en Espagne, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Londres, qui vont prendre possession de ce commerce atlantique. Mais ça, c'est une autre histoire que vous verrez en 4e.